Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cet épisode des balados de l'AIPE. Mon nom est Émilie Jourdouin, je suis chargée des projets éducatifs et du financement à l'Aide internationale pour l'enfance. L'Aide internationale pour l'enfance est un organisme qui lutte contre l'exploitation des enfants dans le monde depuis 2000 et cet épisode est présenté dans le cadre des Journées québécoises de la solidarité internationale. Ces journées se déroulent tout le mois de novembre dans 12 régions du Québec et sont possibles grâce à l'appui financier du ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec. Aujourd'hui, on vous parle de souveraineté alimentaire avec Carlos Rojas, directeur des opérations et affaires internationales à l'Association pour les droits des travailleurs de maisons et de fermes, et Véronique Tessier, coordonnatrice régionale du réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrantes agricoles du Québec. Bonjour à vous deux. Bonjour. Ça me fait très plaisir de vous avoir avec vous aujourd'hui. Donc, pour cet épisode, pour parler de souveraineté alimentaire, je souhaite qu'on échange en fait sur notre dépendance des travailleurs migrants dans le réseau alimentaire mondial. Donc, à la fois notre dépendance ici à tous les programmes de migrants, d'accueil de migrants, mais aussi ailleurs dans le monde, parce que bien sûr, on n'est pas les seuls à avoir ce type de système-là et de faire venir des travailleurs ici pour aider dans le monde agricole. Alors, tu me regardes, Émilie, je vais commencer. Donc, voilà, juste pour revenir un peu sur mon rôle, moi, je suis au RATMAC, Réseau d'aide aux travailleurs migrants agricoles du Québec. Et on est un groupe de défense de droits, dans le fond, pour les travailleurs agricoles migrants dans toutes les régions de la province. Voilà, oui, nos industries agricoles et même les industries au Québec de tous les domaines, je dirais, sont de plus en plus dépendants aux migrants agricoles, au travail temporaire. Et pourquoi? Eh bien, comment sont faits les programmes d'immigration? Ces programmes-là créent une main-d'œuvre qui est vraiment idéale, je dirais, pour une industrie comme l'agriculture, c'est-à-dire des travailleurs qui vont être ultra flexibles, qui vont être ici sans la famille, donc ils vont être dédiés à 100% au travail. Et c'est ce que les entreprises veulent dans un marché du travail super flexible, des travailleurs qui sont là que pour, finalement, le travail et qui sont dociles aussi. Donc, le contrôle auquel ils sont soumis font qu'ils vont accepter des heures de travail très longues, des conditions de travail difficiles. Donc, je dirais que tous les pays riches là, du monde aujourd'hui, oui, là, font appel à ces migrations de travail-là. On n'est pas les seuls, comme tu disais. Puis, quand on pense au Québec, en fait, quel est le programme, comment fonctionne le programme qui permet d'accueillir ces migrants-là? Parce que, bien sûr, c'est des ententes avec d'autres pays, c'est des conditions qui sont un petit peu en marge des lois du travail qu'on a pour les travailleurs standards, les citoyens canadiens, par exemple. Il y a quelques différences. Comment ça fonctionne, en fait, ce programme-là? Bon. Je peux compléter après, Carlos? Fini. Non, allez. OK, bien, en fait, le programme dont on entend plus parler, c'est le programme des travailleurs étrangers temporaires, mais il regroupe toutes sortes de volets, dans le fond. Donc, le seul volet qui est vraiment des ententes bilatérales, c'est le PTAS, Programme des travailleurs agricoles saisonniers. C'est un programme qui est super vieux, ça remonte aux années 70. Puis, c'est des ententes avec le Mexique, la Jamaïque et plein d'autres pays là, des Caraïbes. Donc, ça, c'est vraiment bilatéral. Le gouvernement du pays d'origine a son mot à dire dans les contrats. Mais ce qui est du volet agricole et des autres volets bas salaire, haut salaire, c'est pas des ententes entre les pays. Donc, des travailleurs de n'importe quel pays de la planète peuvent appliquer et être embauchés par les entreprises sous ces autres volets-là. Sans droit de regard de leur pays d'origine, dans le fond. Il n'y a personne qui va vraiment contrôler, valider, s'assurer que les droits de leurs citoyens sont respectés. Si ces personnes-là appliquent pour venir travailler au Canada, ils vont le faire dans les conditions qu'ils ont vues et ils deviennent un peu dépendants du système canadien et québécois. Alors, bon, je me présente. Moi, je suis Carlos, je suis migrant à temps plein. Je travaille pour je participe à l'Association pour la défense pour les droits des travailleuses et travailleurs de maisons et de fermes. Et aussi, j'ai un autre chapeau avec Conseil Migrant, c'est un organisme dévoué à la santé des migrantes. Et on fait du lobbying précisément. Et parce que les systèmes ici au Québec, c'est vraiment intéressant. Je crois qu'il faut comprendre que le Québec et tous les pays du Nord, le Canada, tous les pays du Nord de planète, ont besoin de main-d'œuvre. Donc, les PTAS et les programmes de travailleurs ont été trouvés la solution parfaite pour amener des main-d'œuvre. Parce que là-bas, il y a des gens qui ont besoin de travailler et de gagner dollars. Parce que les dollars, c'est plus puissant que les monnaies d'origine. Mais le gros problème, c'est ça. Par exemple, dans le cas du Mexique, l'entente, c'est avec les gouvernements.
Donc, il y a un peu plus de possibilités. Et moi, je me rappelle très souvent d'une anecdote. On a parlé avec des gens du Mexique qui nous ont dit que la personne, le patron les traitait c'était une personne qui... Bon, les chiens, on était mieux traités que les travailleurs. Mais un autre travailleur d'un autre pays, ce pays n'avait pas une entente du pays avec le Canada. C'était une entente que la personne avait trouvée avec une entreprise. Lui m'a dit, on aimerait être traité comme les Mexicains. Donc ça vous donne une idée, une dimension de ce qui arrive là. Et les programmes, je crois que les programmes existent parce qu'il y a un besoin de deux côtés. Mais il faut qu'ici au Canada, on prenne la responsabilité de faire, d'enforcer les lois. On doit donner les mêmes traitements à tout le monde, même si les personnes étaient nées au Canada ou pas. Et ce n'est pas une question de faire la charité avec les gens du Sud. Ce sont des partenaires des affaires. Donc, je crois que ça, c'est un truc important à avoir à la tête parce que plusieurs personnes pensent, OK, on les amène ici, on les fait travailler 6 jours par semaine. 8 mois, des fois, oui. Alors, je vais être généreux. Mais dans les mois d'août, les gens travaillent 5-6 semaines, 7 jours par semaine, parce que c'est la saison de la récolte. Et les gens travaillent tellement fort. Imagine-vous comment est-ce que ça sera la vie dans une maison avec 8 autres personnes que tu ne connais pas. Tu dois partager tout. Il n'y a pas d'intimité. Même si tu parles avec ta famille, tu as des autres personnes là. Et tu travailles 8 mois et tu travailles tout le temps. Tu n'as pas le temps pour faire la cuisine, tu n'as pas le temps pour faire de méditation, du yoga ou des choses comme ça. Ce sont des luxes que ces gens ont perdus. Et ces gens-là sont seuls, ils sont séparés de leur famille, de leurs amis, de tout ce qu'ils ont à la maison. Là, ils sont ici dans un seul optique où ils viennent travailler, où tout ce qui... leur quotidien est basé entièrement sur le travail, ce qui est aussi pourquoi les employeurs en profitent, parce que sont venus ici pour ça. Donc, ils font que ça. Et il reste en moyenne combien de temps ces travailleurs environ 8-9 mois. Les personnes du Guatemala peuvent rester ici presque 2 ans et sans rentrer chez eux. Donc, imagine-vous, la part la plus importante que je crois qu'on a perdu, on ne voit pas. C'est les gens sont dehors leur réseau de soutien psychologique. Quand tu es de la famille, si un jour tu as un Blue Monday, tu te sens pas bien, tu vas voir quelqu'un de ta famille, la personne va t'embrasser ou simplement la personne est très là et ça va t'aider. Ce sont des gens qui viennent ici dans un pays où la langue c'est différente, la culture c'est différente et les gens n'ont pas de ressources. Même si la loi dit que oui, imagine-toi, en ce moment, tu essaies de regarder un formulaire en chinois. C'est ça la sensation que tu as quand tu ne parles pas français ou tu ne parles pas l'anglais. Parce que même s'il y a un médecin ou s'il y a des documents, tu peux rien faire. Au niveau de l'intégration, ça doit être assez difficile aussi parce que les travailleurs migrants sont souvent en groupe au sein d'une entreprise. Donc, ils vont être plusieurs travailleurs migrants ensemble qui sont tous déracinés de chez eux comparativement à d'autres milieux où le travailleur arrive ici, il va être mélangé à d'autres gens, il va se faire des amis, il va se faire un réseau ici. Là, c'est que des personnes qui vivent exactement la même situation. Donc, l'intégration dans le pays d'accueil comme le Canada doit être beaucoup plus difficile que dans d'autres contextes. Par exemple, de stages, le nombre d'universitaires qui vont venir faire un stage ici, il va y avoir un réseau pour les encadrer, pour s'assurer de leur intégration comparativement à ça qui sont vraiment juste avec d'autres gens qui sont dans la même réalité très difficile. Puis ce dont on ne parle pas souvent, c'est qu'il y en a plusieurs qui vont avoir des membres de leur famille au Québec qui sont aussi travailleurs temporaires, mais qui vont travailler dans d'autres industries. Mais ça ne va être pas possible pour la plupart de les voir. Donc, même s'il y a des membres de la famille au Québec, dès qu'il y a une distance de 100 km, ça va être énorme parce que la personne qui n'a pas de moyen de transport, ni vraiment de temps libre pour se rendre, bien, ça va être comme si finalement, ils sont dans leur pays d'origine aussi. Donc, tu sais, les distances sont énormes. Puis... c'est une industrie qui est vraiment contrôlée par le privé. Donc, le travailleur, quand il arrive à l'aéroport de Montréal, il n'y a pas même une journée de répit là, avant de commencer à travailler. Donc, l'État se désinvestit complètement de
la formation de ces personnes-là, de la sensibilisation à leurs droits. Tu sais, moi, on va parler des solutions plus tard, mais moi, je rêverais d'un système où on les prendrait en charge quelques jours avant qu'ils soient comme placés dans leur entreprise pour les prochains mois ou les prochaines années, pour qu'il y ait du contenu qu'on pourrait leur livrer, puis certaines sensibilisations à leurs droits. Mais c'est pas ça. Ils arrivent, ils rencontrent leur agence, on les met dans les autobus et ils arrivent sur le lieu de travail. Puis ils vont y rester. Tu sais, il y a des endroits où il y a des interdictions de sortie. Il y a des endroits où il y a des codes de vie. Puis la personne doit se coucher à telle heure le soir, ne pas recevoir de visite dans le logement. Donc, ça existe encore en 2023 et c'est pas parce que c'est illégal, là. C'est parce que la loi se rend pas dans certaines entreprises. Parce que, bien sûr, d'établir des lois, on l'a vu dans plusieurs cadres, plusieurs contextes, c'est pas suffisant pour qu'elles soient appliquées. Bien sûr, il y a des volontés de mettre des lois, de réglementer ça, de limiter ça, de ramener un côté humain, mais ce qui se passe dans la pratique, c'est complètement autre chose, puis c'est inacceptable qu'encore aujourd'hui, il y ait des gens qui viennent travailler et qui se retrouvent avec des couvre-feux, qui se retrouvent limités avec l'accès aux communications, aux échanges. Je présume aussi que ça devient un peu la responsabilité de l'employeur de décider quand il retourne chez lui ou s'il veut retourner voir sa famille. Il n'y a pas le contrôle là-dessus. Oui, et là, je connais une personne qui a travaillé 30 ans ici au Québec. Lui, il arrivait toujours samedi, dimanche la plupart du temps. Lundi matin, lui, il commençait à travailler. Le mois de février, mars. Et à la fin, le mois de septembre, octobre, lui finissait de travailler samedi. Dimanche, lui, il était à l'aéroport. La personne ne connaissait pas Montréal. Et là, il faut dire, le programme, ça a été préparé de telle façon où l'intégration, ça n'existe pas. C'est pas possible. Et sinon, j'aimerais voir quelqu'un qui dit que oui, que c'est possible. J'aimerais voir quelqu'un qui travaille 6 jours par semaine ou 7 jours, ou qui travaille 14 heures par jour. J'aimerais voir quelqu'un qui a pris 14 heures par jour de travail à l'énergie mentale pour apprendre une autre langue, Et en plus, le seul contact avec la communauté, la société d'ici, c'est l'employeur. Ou la personne qui coordonne toutes les activités. Il a 2 ou 3 personnes. La plupart des fois, c'est une personne aussi du pays d'origine. Donc, la réalité, c'est que le système n'était pas formulé pour l'intégration. Et là, il y a aussi une question de classe, parce que ce n'est pas la même chose pour les travailleurs pétroliers que pour les étudiants étrangers, que pour les travailleurs agricoles. Les travailleurs agricoles sont la part la plus bas de l'échelle. Et les travailleurs pétroliers qui en amènent à l'Alberta, au nord de l'Alberta, je connais une personne qui, chaque 2 semaines, l'entreprise les paye un billet pour aller aux États-Unis voir sa famille. Lui, il reste là 2 semaines. Lui revient à travailler 2 semaines. Lui, il habite dans un trailer c'est une maison moderne et il y a seulement 2 personnes. 1 personne par chambre. Et pour les travailleurs agricoles, on les met 8 personnes même. Et j'ai vu des chambres où il y a 8 personnes. Imagine-toi avoir le toit ici, à 10 cm de ta face. Quelqu'un m'envoie une photo à l'hiver parce que le froid de la structure gelait les vapeurs de la bouche. Quand lui s'est réveillé, lui, il a vu vraiment des stalactites, des glaces. Oui. On en a parlé beaucoup dans les médias dans les derniers 2 ans, je dirais les 2 derniers étés, justement, sur les conditions d'hébergement des travailleurs migrants. Là. Pour certains, c'était comme une grande nouvelle que ces personnes-là vivaient dans ces conditions-là, que ça fait plusieurs années qu'il y a des gens qui militent pour leurs droits, et ça s'est enfin rendu aux médias par quelques articles. La saison a terminé, on a l'impression que c'est un peu passé dans l'oubli. La saison suivante, c'est à recommencer, tout le travail, la sensibilisation est à refaire. C'est vraiment beaucoup de travail. C'est malheureux que ça soit encore accepté et qu'il y ait une division entre le type de travailleur. Peu importe son statut, peu importe ses origines, les droits des travailleurs devraient être uniformes pour tout le monde. Ce qui mène à ma deuxième question. Au niveau familial, qu'est-ce que ça a comme impact de déraciner? Majoritairement, c'est les pères, en général, là, dans le milieu agricole, c'est surtout les hommes. Quels sont les impacts à la fois sur le père, mais sur le reste de la famille, de les déraciner pendant 8-10 mois par année pour les amener travailler ici quand ils ont très peu de contacts?
Mhm. Ben, il faut dire que dans le PTAS, à l'époque, le fait d'être père de famille, marié, c'était même un critère d'embauche. Donc, au Mexique particulièrement, il fallait avoir des attaches familiales au Mexique pour être envoyé comme travailleur agricole au Canada. Pour s'assurer d'avoir un retour économique à Oui, l'interne. puis dans l'optique que le migrant retourne dans le pays d'origine à la fin du contrat. Donc, c'est pas un hasard que ces travailleurs-là soient aussi des papas puis qu'il y ait des familles. Donc, ça permet un retour au pays. Ça assure au Canada qu'il n'y ait pas beaucoup de fuites vers le travail au noir, etc. Donc, recrutement discriminatoire à la base des programmes, hein, parce que le fait qu'il y ait 3% de femmes, à peu près, c'est pas parce qu'il n'y a pas de femmes qui sont intéressées par ces postes-là. C'est pas parce qu'il n'y a pas des femmes qui font de l'agriculture dans les pays du Sud, c'est parce que l'employeur peut décider le sexe de la personne qui l'embauche, sa nationalité, ce qui est pourtant discriminatoire ici au Québec, hein? Mais pourtant, c'est des postes au Québec. Donc, pour revenir à ta question, ben c'est des séparations familiales prolongées. Donc, on parle beaucoup des Mexicains, mais aujourd'hui, au Québec, il y a davantage de travailleurs du Guatemala. Donc, ils ont maintenant dépassé en nombre les Mexicains et eux ont des contrats jusqu'à 2 ans. Donc, c'est des périodes, des séparations très, très longues. La plupart du temps, ils vont revenir dans leur pays 2 semaines par année parce que c'est ce que prescrit la loi. En 2 semaines, le 4%, ça équivaut à 2 semaines. Donc, les effets sont vraiment sont vraiment variés selon la cellule familiale, c'est sûr, mais on entend parler de divorce, on entend parler d'enfants qui finalement reconnaissent pas leur père quand ils reviennent à la maison. C'est certain, parce que 2 ans dans le développement d'un enfant, c'est des années qui sont excessivement cruciales. Puis ces années-là n'ont pas la même valeur pour les moins de 5 ans que pour des adultes, par exemple. C'est énorme, 2 ans sur Oui. un Puis c'est un bambin, sacrifice pour tous les membres de la famille. Je pense que le choix de migrer, c'est pas vraiment un choix, hein, étant donné le manque d'opportunités économiques dans ces pays où les inégalités sont extrêmement graves, mais c'est un choix qui a vraiment un coût, qui est hyper douloureux pour ces familles-là, puis qui a des conséquences à long terme, là. On parlait tantôt des lois, puis comment elles peuvent ne pas être adaptées à ce contexte de travail-là. Pour un décès, la loi sur les normes prévoit 5 jours pour assister aux funérailles, pour vivre le deuil en famille, mais en 5 jours, le travailleur ici n'a pas le temps d'acheter des billets d'avion, de le payer de sa poche, fait ils vont manquer des naissances, ils vont manquer les funérailles de leurs proches, parce que le contexte ne leur permet pas d'être un être humain à part entière, finalement. Oui, et là, je peux te dire, j'ai dû voyager au Mexique pour une raison d'une urgence familiale. Ça m'a coûté environ $2,000. Parce que quand tu achètes le billet, tu ne peux pas le prévoir. Donc, moi, j'ai les moyens, j'ai la possibilité. Un travailleur agricole qui doit payer $2,000, c'est beaucoup, hein? C'est pas une option, c'est pas une liberté qu'ils peuvent prendre. Non, les travailleurs doivent penser à $2,000 à investir dans mes enfants, les médecins, ou l'école, ou la maison. Mm-hmm. Donc, et ça c'est intéressant parce que, comme je dis, on accorde un traitement différent aux travailleurs agricoles qu'aux travailleurs de l'industrie de la technologie ou du pétrole. Et je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi, parce que les entreprises, ici au Québec, et ça, il faut qu'on comprenne. Chaque fois qu'on voit une offerte dans les gros magasins, l'épicerie, et il faut qu'on comprenne que quand on achète des fraises à moitié prix, les raisins à moitié prix, ça c'était ramassé grâce à l'effort d'un être humain. Et ça, les êtres humains qui travaillent font ça et produisent des profits pour les grosses corporations. C'est pas monsieur, madame, tout le monde qui a la ferme. Ce sont des grosses corporations qui vendent 60% environ aux États-Unis. Donc, l'esclavage a été exporté au Canada. Ici, on fait le travail sale pour aider des gens à faire des profits. Les profits sont là. Les grosses épiceries ont gagné beaucoup d'argent pendant la pandémie. Les corporations qui font l'agriculture au Canada sont fait des gros profits.
depuis les C'est dernières années. dans les industries qui ont fait le plus de profit pendant la pandémie, pendant Et tu sais, que la population moyenne s'est appauvrie, il y a eu de la difficulté à conserver leurs emplois, pendant que plusieurs secteurs étaient en crise. voilà. Les besoins de base, les compagnies qui assurent nos besoins de base se sont permis un profit Et maintenant, incroyable. on trouve que les travailleurs agricoles dans les fermes ont des problèmes pour acheter la nourriture. On sait combien la nourriture, l'épicerie a augmenté. C'est vraiment ironique que les travailleurs qui récoltent les produits bio pour nous n'ont pas l'option de les manger. Les gens mangent des soupes ramen parce qu'après 14 heures, ça c'est l'autre chose, il n'y a pas de cuisine pour les personnes. La seule chose que tu peux, c'est faire bouillir de l'eau et manger ça et boire quelques sodas. Et qui a l'énergie de faire un bon repas à la main après avoir fait 14 heures de travail physique aussi? Dans la mesure raisonnable, personne ne va prendre 1h30 pour se faire un bon repas. C'est la solution qui devient accessible et qui devient réaliste dans l'horaire de ces travailleurs-là. C'est des très longues journées, c'est des travails qui sont... C'est des tâches qui sont super difficiles sur le corps, physiquement, mais mentalement aussi, dans ces conditions-là. Donc, c'est aussi les doubles standards de justement de devoir les faire travailler si fort, mais qui n'en bénéficient même pas. Et les salaires, parce que en même temps que les corporations font des profits, les travailleurs ont eu des augmentations des sous. Littéralement des sous. J'ai lu, on a des contacts avec les travailleurs qui nous ont dit c'est incroyable, c'est trop cher la nourriture ici, je ne peux pas payer. Il y a des gens qui... Parce qu'en plus, il y a plusieurs fermes, plusieurs endroits où les travailleurs doivent acheter la nourriture à quelqu'un qui travaille là-bas. Donc, la nourriture qu'on achèterait au dépanneur, ça va arriver avec une surplus. Wow. Donc, c'est vraiment tragique. Et il faut qu'ici, au Québec, au Canada, on comprenne, on pense à ça. Puis, ça me fait penser aussi au fait que les remittances, comme on dit en anglais, les envois d'argent vers le pays d'origine, ça ne rend pas ces familles-là de migrants après ultra riches dans leur pays d'origine. Tu sais, il y a beaucoup de travailleurs à qui on parle et au début, ils pensent qu'ils auront juste besoin de migrer quelques saisons. Tu sais, je vais le faire le sacrifice 1 an, 2 ans, 3 ans pour finir de construire ma maison. Puis après, on va être bien, puis je vais pouvoir me lancer en affaires. Mais le surplus qui est généré en travaillant ici, on se rend compte, puis les recherches le démontrent, que c'est pas assez pour que ces familles-là qui sont extrêmement vulnérables puissent investir dans les entreprises dans leur pays ou générer des nouveaux moyens de générer des revenus là-bas. Donc, c'est pas vraiment le cas. Ça va servir à subvenir aux besoins de base de la famille. Alimentation, la maison, l'éducation des enfants, mais ça va être pas assez pour sortir la famille de la pauvreté. Et ça revient au talon de paie, au chèque qu'ils reçoivent ici, dont parlait Carlos. Les impôts qui sont payés par les travailleurs temporaires sont pareils que les nôtres. Comme citoyens, comme résidents, les mêmes retraits sur leur paye sont effectués pour subventionner tous les programmes sociaux auxquels ils ont peu, sinon pas accès. Pensons à l'aide sociale, l'assurance emploi, l'assurance maladie. Ils sont éligibles, mais ils l'utilisent presque pas pour plein de raisons qu'on mentionne aujourd'hui. Donc, l'État s'enrichit aussi avec les impôts de ces travailleurs-là, puis ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent en payer tant alors qu'ils n'en voient pas les bénéfices finalement. Donc ça, c'est un point qui serait à travailler vraiment, soit à améliorer l'accès à ces services-là, dont l'assurance-emploi. Des entreprises qui ferment, il y en a toutes les semaines, mais le travailleur qui est ici avec un permis de travail fermé, ça se peut qu'il se retrouve sans travail du jour au lendemain, sans autre option que d'embarquer dans l'avion, de retourner chez lui avant la fin du contrat. Donc, c'est une incohérence, là, ces situations-là, cause le permis fermé, notamment. On peut faire un parallèle aussi avec, on parle d'assurance-emploi, on peut penser à tous les travailleurs saisonniers qui travaillent principalement dans nos régions ici, qui vont travailler, par exemple, si on pense à la Gaspésie et l'industrie de la pêche, qui vont bénéficier de soutien social le reste de l'année parce que leur emploi ne leur permet pas de travailler toute l'année. Les gens qui travaillent dans l'industrie du tourisme, par exemple, eux ont droit à ces services-là. Ouais. Mais les travailleurs qui font des périodes
encore plus longue que les travailleurs québécois n'ont pas accès. Il y a une certaine inéquité où ils font la même tâche pour avoir moins de services, des moins bonnes conditions, mais c'est exactement le même milieu. Ce qui me pousse à me demander, c'est un faux choix qui viennent ici. On pense que c'est un choix, on dit que c'est un choix, mais c'est pas réellement un choix. Qu'est-ce qui les amène à aller vers ce type d'entente? Qu'est-ce qui amène les pères de famille à venir travailler ici? Dans quel contexte s'inscrit justement tout ce mouvement migratoire-là pour venir travailler un petit peu partout dans le monde? Donc, à l'origine du PTAS, c'était beaucoup des personnes qui sont agriculteurs aussi chez eux. Donc, ça pouvait être des personnes qui, à l'époque, étaient capables de subvenir aux besoins de la famille avec l'agriculture, de subsistance, mais qui, avec le néolibéralisme et tout ça, l'accaparement des terres, n'étaient plus capables, avec l'agriculture, de subvenir à leurs besoins. Donc, ça, c'est d'une part. Ensuite, écoute, il y en a... les profils sont de plus en plus variés aujourd'hui, là. Et on en a qui ont atteint parfois même les études universitaires. Dans les travailleurs agricoles, ils sont très rares, mais il y en a qui auraient voulu travailler comme professionnels au Guatemala, au Mexique, mais qui n'ont pas été capables parce que l'éducation est trop chère, parce que l'éducation est privée, puis ils ont eu des enfants jeunes, donc ils doivent subvenir aux besoins de la famille. Donc, plusieurs ont quand même de l'éducation aujourd'hui. Ben, c'est la minorité, là, mais ils ne peuvent pas nécessairement obtenir un emploi stable au Guatemala ou au Mexique. Puis, les emplois, c'est ça, là-bas, ça va être contractuel. Il n'y aura pas aucune possibilité, pas d'heure garantie, par exemple. Puis, comme on dit, ça va être un non-choix. Puis, le nombre de candidats est juste énorme. Là. Le nombre de places dans les programmes est tellement petit par rapport au nombre de personnes qui en auraient besoin que ça génère des conditions où ils ne vont pas se plaindre. Là. Oui, moi, bon, il faut se rappeler, par exemple, le PTAS a commencé avec le Mexique l'année de 1974. Et ça a été après que le programme de travailleurs agricoles avec les États-Unis, le programme Abracero, a été fermé parce que, et par les mêmes travailleurs agricoles et syndicalistes aux États-Unis, parce qu'il y avait telle quantité d'inéquité. Et les travailleurs mexicains c'était grâce aux travailleurs mexicains que les États-Unis ont mangé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, il faut le dire, parce que personne ne l'oublie. Les hommes les hommes et aussi beaucoup de hommes d'origine mexicaine. Et on était dans les lignes de bataille. Mais les travailleurs agricoles ont récolté la nourriture qui a nourri tous les gens. Et le programme était fermé. Et après, le programme avec le Canada a été trouvé comme une façon de gouvernement de donner une opportunité aux gens. C'est une question charismatique. Et là, il faut rappeler aussi le contexte de la guerre froide et l'American Dream. Et dans le cas du Canada, c'est une extension de l'American Dream, c'est le Dream canadien. Aller au Nord, on a été dit tellement qu'aller au Nord, c'est le succès. Et ça arrive en Amérique, comme en Europe, comme en Afrique, comme au Moyen-Orient. Parce qu'on était dit tellement que la civilisation, toutes les bonnes choses étaient là. Donc, il y a d'un côté ce facteur psychologique d'aller au Nord pour faire mieux. La réalité, c'est que dans nos pays au Sud, il y a beaucoup de problèmes et l'économie, ce n'est pas aussi bon. Une travailleuse qui travaille dans une usine de Levi's l'Amérique centrale, à Honduras, gagne $30. $30 américains par mois. En travaillant 14 heures aussi par jour. Dans une machine pour faire la couture. Donc, ça veut dire qu'il y a une disparité économique qui... les gens ne veulent pas vraiment condamner à ces enfants à vivre le même cycle de misère. Donc, la réalité, c'est que venir au Nord, c'est l'opportunité d'une meilleure vie en général. Et d'essayer de gagner plus, d'essayer de faire plus. Pas gagner plus, vivre mieux. D'avoir la possibilité de rêver. C'est ça, parce que très souvent, on pense au niveau de l'argent. C'est pas ça. Les gens ont pensé... Et la réalité, c'est que beaucoup de gens arrivent au Nord et disent « Oups, ça, c'est pas les American Dream, ça, c'est pas les Dreams canadiens. » Surtout les mois de mars, après l'hiver. Et les gens disent « OK, mais là, c'est compliqué, mais c'est pas aussi difficile de vivre qu'ici. » Donc, et là, il faut qu'on comprenne la psychologie, comment est-ce que ça marche, mais aussi la disparité et la possibilité que les gens ont ici de gagner dans plus courte période de temps, l'argent que les gens pourraient gagner là-bas. Le gros problème, c'est que, comme Véronique vient de dire, le gouvernement là-bas
on oubliait de faire cette part des devoirs aussi. Parce qu'il n'y a pas de programme pour capitaliser les remittances. Et les gens, l'argent arrive là-bas. L'entreprise qui sent l'argent fait beaucoup d'argent avec les exchanges, les taux oui, tous les systèmes, c'est une autre conversation. Mais quand l'argent arrive là-bas, c'est dépensé surtout pour payer des services et pour acheter des choses. Les gens n'ont pas vraiment beaucoup l'opportunité. Au Mexique, il y a 6 ans, il y avait un programme, par exemple. Tu envoies l'argent et tu peux acheter et construire ta maison. Cette gouvernement au Mexique, maintenant, a annulé cette opportunité. Il y avait un autre programme pour dire, OK, tous les migrants vont envoyer $1. Le gouvernement de la municipalité va donner un autre $. La province va donner un autre $. Et la fédération va donner un autre $. Pour améliorer l'infrastructure de la communauté d'origine. Donc, ce type de programme, on a amélioré beaucoup de villes au Mexique, par exemple. Et la migration a été presque zéro à l'année 2017. Il y a une histoire de succès là-bas. Les gens, il y avait plus de gens qui rentraient au Mexique à un moment donné que les gens qui venaient. Donc là, ça c'est toute une autre discussion, mais pour les gens, pourquoi est-ce que les gens viennent? Pour une meilleure possibilité, parce que les gens pensent qu'ils vont gagner beaucoup d'argent. Mais la réalité, c'est qu'il y a eu de compte. Quand les gens reviennent au Mexique ou à Guatemala, les gens arrivent malades. Il y a des gens de 45 ans qui ont des arthroses, des problèmes de santé, des problèmes de reins, qui c'est l'équivalent d'un homme de 80 ans. Parce qu'ils ont surtravaillé dans des conditions on les fait surtravailler. Et si les gens tombent malades, je connais quelqu'un qui, lui, il avait une hernie discale. Et l'employeur lui a donné des ibuprofène. Lui a dit, prends ça et ça va t'aider. Repose-toi 2 jours sans salaire. Sans salaire, oui, c'est ça. Donc, encore une fois, je crois que le gros problème qu'on a, c'est qu'on ne regarde pas la situation. Il faut que tous les Québécois, que tous les Canadiens, on prenne attention à qu'est-ce qui arrive là-bas. Et on pose des questions aux élus et au gouvernement fédéral, parce que les gens sont dans le limbo. Ils sont à la moitié de rien. Le gouvernement de là-bas, et ça nous amène au contexte international. Par exemple, il y a l'Organisation internationale du travail. Le Canada n'a pas signé encore l'accord. Et les travailleurs, les pays d'origine, n'ont pas vraiment le droit de les aider. Les consulats, les réseaux consulaires des autres pays ici, ont été chargés avec la responsabilité de les aider. La réalité, c'est que les consulats ne sont pas diseignés pour ça. Ils ne sont pas conçus pour ça. Mais en fait, quand ça ne se passe pas sur ton territoire, tu ne peux pas vraiment intervenir. Donc, ça reviendrait au gouvernement ici à intervenir. Mais tu peux. L'accord de Vienne te donne l'opportunité d'être là pour sauvegarder l'intégrité physique et économique de tes citoyens dans un autre pays. Il y a des façons de le faire. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de budget, il n'y a pas de suffisants gens. Imagine-toi, un consulat ici au Québec doit couvrir le Québec et les provinces maritimes. Donc, c'est pas possible. Et de l'autre côté, ici, on dit, oh, mais c'est le consulat qui va les protéger. Et même dans les fermes privées, les autorités n'ont pas le droit d'aller parce que c'est une ferme privée. Donc, c'est une petite feud. Les gens deviennent à travailler ici en tant que peasants et servantes. Ils passent dans l'oubli, personne ne le voit. Comme ils ne sont pas vraiment en contact avec beaucoup de gens ici, il n'y a personne vraiment ici, sauf les organisations comme les vôtres, pour militer pour leurs droits. Comme ici, on a, par exemple, on peut penser en ce moment aux enseignants qui sont en négociation. On peut penser à toutes les organisations qui vont militer pour leurs droits, qui vont exiger des meilleures conditions de travail. Mais si ces gens-là sont juste ensemble, ne sont pas liés à d'autres organisations, c'est difficile de faire valoir, justement, de faire entendre leur voix par rapport à tous les problèmes qu'ils vivent au quotidien. Puis ça passe justement... Il faut dire aussi que la plupart des travailleurs agricoles au Québec n'ont pas le droit à la syndicalisation. Donc, sur une ferme qui n'emploie pas plus que 3 personnes à l'année, donc la plupart des fermes, les personnes québécoises ou migrantes n'ont pas le droit de se syndiquer. Donc, comme tu dis, Émilie, c'est pour ça que
les associations communautaires, oui, on porte beaucoup la voix des migrants parce que très peu sont syndiqués et ont le droit de le faire, en fait. Fait que ça dépend selon les provinces au Canada, là, mais cette différence-là légale, limite beaucoup, comme tu dis, le droit d'association puis de revendication de meilleures conditions, là. Et là, les gens viennent à travailler. Et pour le cas du Mexique, par exemple, c'est intéressant. Les gens viennent à travailler ici dans des conditions qui ont été arrêtées au Mexique l'année 1910. Et l'année 1910, en 1917, la Constitution a été changée pour garantir certains droits, comme les droits à la syndicaliser, avoir un syndicat, et les droits changés des employeurs. Et c'était 1917 au Mexique. Et ici, au Canada, en ce moment, on les interdit. Et comment les familles réagissent? Parce qu'il y a l'étape où, justement, il y a le American Dream, il y a la volonté de venir avoir un monde meilleur. On réalise après ça ici que finalement, les conditions sont plutôt exécrables. C'est dans les conditions de travail que vivaient leurs ancêtres. Le retour à la maison se passe comment? Après la séparation, après tout ce qui s'est passé, quel est le constat une fois à la maison et est-ce que les pères, les travailleurs retournent après? Comment ils gèrent ce constat-là? Là, il a un documentaire qui a été préparé par Carla Mesa, une journaliste, et je vais vous envoyer les liens. Elle a suivi un travailleur agricole à Guatemala et pour le suivre dans les retours. Et moi, je viens d'une province au Mexique où il y a une grosse population qui monte au nord, aux États-Unis, au Canada, à travailler. Et c'est vraiment dur de voir des fois. Parce que tu regardes les gens qui arrivent. Moi, quand j'ai voyagé au Mexique la semaine dernière, et j'étais avec les travailleurs qui quittaient le pays. Et j'ai vu la bienvenue à l'aéroport de ma province, parce qu'on arrivait à la ville de Mexique et après on a voyagé. Et c'était dur de voir 2 ou 3 gars qui... Tu peux les voir, tout le monde est vraiment fatigué, avec beaucoup de choses qui sont achetées pour les enfants, pour la famille, pour tout le monde. Et tu peux les voir comment est-ce qu'il y a des gens qui arrivent et les enfants n'ont pas le même rapport. Parce que pour les enfants, c'est une trahison. Les pères l'ont quitté. Des fois, les gens ne sont pas là. Des fois, la couple est brisée par l'absence. Et quand les gens arrivent, aussi à prendre en charge tous les devoirs, toutes les choses que personne n'a pu faire dans la maison. Donc, les gens arrivent à travailler, soit dans la petite ferme, le lopin de terre, soit dans la maison, soit faire des choses. Et là, il faut aussi comprendre le rôle de l'homme à l'Amérique latine, à nos pays d'origine. C'est vraiment important. Quand les gens quittent très souvent, la réalité, c'est que la dynamique change. Les enfants n'ont pas les mêmes modèles à suivre et les gens, ça devient une autre dynamique. Je ne vais pas dire mieux ou pire, mais la réalité, c'est qu'il y a les problèmes de drogue-addiction, les problèmes de criminalité. Il y a beaucoup de problèmes qui arrivent à la famille et à la communauté qui ont un haut pourcentage d'immigration. Et tu peux le voir, il y a de belles maisons, mais il y a aussi une telle quantité de problèmes à l'intérieur de la famille. Parce que l'homme passe d'être complètement absent à être à la maison à temps plein. Si j'en comprends, quand il revient, la femme devait probablement travailler quand même pendant que lui était parti travailler ici. Donc, elle continue à travailler, s'occuper de la famille, mais là, lui revient à temps plein à la maison, veut reprendre une charge familiale. Après une longue période d'absence, la relation avec les enfants doit être excessivement difficile. Reprendre un rôle quand une dynamique s'était établie pendant son absence, ça a son lot d'enjeux. Et là, c'est vraiment important. Ça, c'est l'autre problème. On n'a pas beaucoup de recherches. Mm-hmm. On n'a pas beaucoup de chercheurs, chercheuses dans notre réseau universitaire ici. Là, il commence à avoir beaucoup plus, mais il faut travailler beaucoup plus à ce niveau-là pour comprendre qu'est-ce qui se passe, pour arriver à des solutions. Par exemple, c'est incroyable que les travailleurs agricoles viennent ici et les gens ne peuvent pas amener les familles. Si un travailleur... imagine, toi, tu pars à un autre pays à travailler
Et à un moment donné, tu vas voir le besoin, l'envie d'amener tes familles, à voir, écoute, c'est ici où je travaille. On pense à tous les diplomates quand ils Voilà. vont bouger avec la famille. On peut penser à toutes sortes d'emplois, en fait, que quand les gens quittent, vont quitter avec leur famille. Est-ce qu'il y aurait cette volonté-là des travailleurs migrants de venir? Oui. Est-ce qu'il y aurait une possibilité, je pense, à l'éducation qui peut peut-être être plus difficile à certains enjeux? Est-ce qu'il y aurait quand même cette volonté-là de venir en famille et de se réorganiser? La majorité, s'ils avaient cette possibilité-là, Même pour une période temporaire de 8 ils mois? l'essaieraient. Oui. Oui. Tant qu'à essayer ce mouvement-là, ils le feraient tous en famille au lieu de risquer un... Ben, moi, l'été passé, j'ai posé la question à 200 travailleurs dans le Ok. cadre de mon mémoire de recherche, puis à peu près la majorité m'ont dit que oui, ils migreraient en famille s'ils avaient le droit. Là. OK. Et la majorité considérait la résidence permanente aussi, s'il y avait des voies d'accès possibles pour eux. Là. Parce qu'ils le voient, la qualité de vie qu'offre le Canada à ses citoyens. Ils passent ici des mois par année, donc... Ils le voient sans y ils avoir pe- accès. Ben exactement, ils peuvent comparer les conditions de vie avec celles de leur pays d'origine, mais en sachant que leurs enfants n'en bénéficieront jamais. Là, tu sais. C'est un peu ça le but du gouvernement, si j'en comprends aussi, de mettre le contrat tellement limité qu'on s'assure qu'il n'y aura pas de voie possible vers la migration par la suite. Mais ça n'existe pas en ce moment pour un travailleur agricole pas qualifié. C'est ça, Il mais peut pas appliquer. mais c'est l'objectif du système, en fait. Les programmes D'avoir sont faits pour ça. que le travailleur. Voilà, les programmes sont faits pour ça. Et là, c'est intéressant de voir, par exemple, j'ai pris quelques numéros. Et l'année 2021, on avait ici au Québec, on a reçu 283 000 travailleurs temporaires. En ce moment, Au Québec seulement. au Québec seulement. Au Canada, c'était 2 millions. Non, pardon. Au Canada, c'était 1 300 000. Donc, le Québec a reçu 283 000. Maintenant, on a 470 000. Et pour le Canada total, c'est 2 millions de personnes. C'est plus de 400 familles séparées. Non, mais écoute, c'est incroyable parce que ici, il faut aussi qu'on comprenne. Et on parle de personnes, mais il faut aussi prendre en considération la dimension internationale. Pour le Canada, c'est vraiment un feu rouge de voir qu'au lieu d'essayer d'amener plus de gens en tant que résidents permanents, on amène des travailleurs temporaires. Et il n'y a pas vraiment la seule personne qui gagne avec travailleurs temporaires, c'est l'entrepreneur. Ce n'est pas la société canadienne, ce n'est pas la nation. Et là, c'est vraiment important parce que, encore une fois, il faut profiter des main-d'œuvre. Moi, quand j'étais à l'université, j'étudiais administration des entreprises, et on était dit que la façon de générer des profits, c'était avec la meilleure technologie. En ce moment, on est arrivé à un moment où la façon de faire des meilleurs profits, c'est l'exploitation des êtres humains. Plutôt que les innovations Et technologiques. c'est le cas dans l'agriculture ici, mais c'est le cas partout dans le monde, dans toutes les industries. On pense à l'industrie du textile où beaucoup de vêtements vont être faits au Vietnam, vont être faits au Bangladesh, vont être faits en Chine, parce que ce qui se passe dans les usines là-bas sont faits en cachette, sont faits de manière illégale. On va avoir des enfants, on va avoir des personnes migrantes. Je pense par exemple à la Thaïlande où nous, on va travailler avec notre partenaire, on va travailler avec les communautés birmanes. Ils vont embaucher les hommes pour travailler dans l'industrie de la pêche. On a travaillé très fort pour changer les mentalités, mais avant, il y avait les enfants qui décortiquaient les crevettes, qui est super dangereux, qui, pendant ce temps-là, ne vont pas à l'école. Donc, c'est ça partout. Le système mondial actuel fonctionne sous la base qu'il faut exploiter, trouver une façon d'exploiter pour que ça coûte moins cher. Et comment s'assurer que ça coûte moins cher? Bien, aller chercher des gens ailleurs parce que les gens chez nous, ils veulent pas le faire. Les gens chez nous veulent pas vivre dans ces conditions-là, donc on va repousser la tâche, on va envoyer la balle à des gens qu'on va avoir une plus grande emprise, donc on va pouvoir se permettre d'exploiter. À l'Alberta, j'avais un client, une personne qui en a aidé, Dame Roshinga, qui nous a raconté l'histoire de ses enfants. Elle a réussi à amener 12 enfants ici au Canada. Le troisième, l'année, est resté là parce que c'était trop grand à un moment. C'est une démarche bureaucratique. Elle m'a dit, je vois la différence entre les possibilités de vie de mes 3 enfants. C'est vraiment douloureux.
Et là, sincèrement, on est dans un bel pays. On est dans une société, ça ne sera pas le mieux, mais on a la possibilité de l'améliorer. Et là, je crois qu'il faut dire, et quelqu'un m'a demandé il y a quelques jours, pourquoi est-ce que tu n'aimes pas le Canada ou le Québec? J'ai dit, c'est pas parce qu'on ne l'aime pas, c'est parce qu'on l'aime, qu'on veut améliorer les pays. Et j'ai un collègue qui a dit que dans la même façon qu'on a dû demander pardon pour les écoles résidentielles d'ici 100 ans, le Canada va avoir besoin de demander le pardon pour l'exploitation des travailleurs temporaires. Il ne faut pas qu'on attende 100 ans. On pourrait commencer aujourd'hui. Parce qu'on peut faire mieux. On a les ressources, on a l'information, on a accès à des moyens de faire mieux. On le fait pour nos travailleurs québécois, on l'a fait dans les dernières années pour améliorer nos conditions. Faut étendre ce privilège-là de vivre et de travailler dans des bonnes conditions à tous les gens qui viennent travailler ici. C'est pas normal qu'il y ait une différenciation qui est faite selon l'origine, selon le contrat de travail. Tout le monde devrait avoir accès aux mêmes services. Puis arrêter de perdre du temps dans des débats qui fixeraient une limite de migrants permanents qui rentrent au pays à chaque année, parce que cette limite-là, elle est explosée avec le nombre de personnes qui sont ici sous statut temporaire, qui créent des réseaux ici, qui investissent localement, qui payent des impôts et qui aimeraient amener la famille aussi au complet, tu sais. Puis l'exploitation aussi, elle va sur les économies que fait le pays avec l'externalisation de la famille aussi, parce que les coûts sociaux de la santé, par exemple, de l'éducation, elle repose juste sur les épaules du migrant et de son pays d'origine, là. Donc, et même la santé du travailleur est tellement limitée par le contexte que même s'il y a une assurance ici, santé, ça veut pas dire qu'il va être traité comme un local. Tu veux dire, le travailleur, il va taire le fait qu'il a besoin de soins la plupart du temps. La plupart vont amener ici leur propre pharmacie. Fait qu'il va se dire, il faut que j'arrive au Canada prêt pour que je puisse faire face de manière individuelle à toute éventualité et que je n'ai pas besoin de dire à mon employeur que j'ai besoin d'aller consulter. Donc, ils vont s'acheter des antibiotiques, toutes sortes de médicaments qui là-bas sont over the counter, là. Puis, vont se médicamenter eux-mêmes, dans le fond. Tu sais, ils ont la RAMQ au Québec, là, mais ils coûtent rien ou presque au système de santé, là, les travailleurs temporaires, là. Mais parce qu'ils d'aller dans pas. un système de santé inconnu, c'est totalement effrayant aussi. Tu le Voilà. fais par nécessité, mais tu Quand n'iras c'est pas extrême. voir un médecin étranger pour un rhume parce que t'es déconnecté du système au quotidien. Donc là, quand il est question d'aller voir le système de santé, c'est une autre nouveauté qui est assez difficile. Il y a la barrière de langue, il y a tout, en plus de la discrimination. Tu sais déjà que tu vis de la discrimination au travail. D'aller consulter en santé, ça devient un enjeu assez considérable. Ça peut être une cause aussi de renvoi, là, carrément. Ça, là. oui, non, et ça, c'est un système de santé étrangère pour eux. Mais bon, c'est aussi un système de santé qui n'était pas conçu pour les travailleurs agricoles, les travailleurs étrangers temporaires. Mm-hmm. Et il faut aller comme si c'était madame, monsieur, tout le monde qui arrive à la salle d'urgence. Et de ce côté, on a déjà un problème avec une salle d'urgence où tu dois rester 14 heures. Déjà, pour nous, c'est complexe. Ça, c'est une autre chose qu'il faut parler. Mais pour les travailleurs agricoles, imagine-toi, pendant la pandémie, on a eu une personne quelqu'un nous a appelé pour est-ce que tu peux faire quelque chose? C'était un monsieur qui lui avait resté 14 heures à la salle d'urgence et lui avait de la COVID. Mais le plus grave, c'était que lui était dans la salle d'urgence. 14 heures, avec tout le monde. Donc, on a appelé l'hôpital avec un avocat pour lui dire, écoute, en ce moment, tu es coupable d'une éclosion chez toi. En plus que les personnes n'avaient pas vu, manger, rien, lui ne savait pas quoi faire, lui il était malade. Et ça, c'est une autre chose. On ne pense pas à la souffrance des êtres humains. Ils sont comme nous. Et là, ici au Québec, il faut qu'on comprenne qu'on parle des êtres humains. Le Québec a embauché 1 million de personnes à l'extérieur pendant la Grande Dépression. C'était la même vie que les arrière-parents de beaucoup ont vécu. Donc, un peu d'empathie, je crois qu'il faut avoir.
Je pense qu'on a soulevé plusieurs possibilités d'amélioration, plusieurs façons de faire mieux, on l'a dit plusieurs fois. Selon votre vécu, votre quotidien, votre contact avec ces gens-là, vers où on peut s'en aller? Vers qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans un futur proche de manière raisonnable, sans faire les grandes demandes? Il y a toujours ces façons-là là, de voir super grand, mais dans le quotidien, quelles seraient les premières étapes, si je peux dire, de faire mieux? Comment on peut améliorer les conditions des travailleurs migrants? Comment on peut faciliter justement toutes les relations familiales, si on revient justement à la séparation, aux droits des enfants, dans tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, des bonnes pratiques, il y en a plusieurs, mais elles vont vraiment être parcellaires, puis ils vont vraiment dépendre de la bonne volonté des entreprises. Donc, moi, j'en vois des entreprises où ils vont demander au travailleur, c'est quel mois que tu préfères arriver? Ils vont donner comme une flexibilité sur les dates d'arrivée et les dates de départ, par exemple. Parce que des travailleurs qui peuvent vouloir être ici le moins de mois possible, ou tu sais, la plupart n'ont pas cette flexibilité-là, mais c'est des petits changements qui peuvent être apportés éventuellement. Il y a des entreprises qui voient la souffrance de la séparation familiale et ils décident de faire venir les couples. Ils décident d'embaucher aussi les conjointes pour leur permettre de migrer en famille. Mais c'est extrêmement rare, mais on voit ça dans certains endroits. Puis là, ça va juste dépendre d'un employeur qui va être assez ouvert, qui aura assez de temps puis d'argent pour ficeler tout ça. Fait que c'est très rare, mais on le voit. Donc, tu sais, ça pourrait être des démarches qui faciliteraient la migration en famille. Ça pourrait être une migration de travail aussi, là. Donc, les entreprises peuvent avoir un rôle de leader positif et agir pour leurs travailleurs. C'est pas juste une question de loi puis de fonctionnement, mais ça peut être géré au cas par cas. Il faut la responsabilité sociale. Oui. Mais il faut la responsabilité sociale avec les gens d'ailleurs. Et là, je dois commencer par dire que tous les commentaires que je fais ici aujourd'hui, c'est à titre personnel. Mais dans la session pour les droits des travailleurs de fermes, travailleuses et travailleurs de fermes et maisons, et on a lancé un recours pour améliorer, donner les mêmes statuts, les mêmes droits aux Canadiens qu'aux travailleurs étrangers. Tous les gens qui travaillent au Canada doivent avoir les mêmes droits. De l'autre côté, et dans un autre chapeau, on fait le lobbying avec les entreprises, les organisations au Mexique aussi, et à Guatemala, mais surtout avec les officiers, les gens, les parlementaires du Mexique pour les éduquer à ce niveau. Et d'un côté, il faut que le Canada, que Québec prennent la responsabilité pour les biens, pour les pays. De l'autre côté, il faut aussi que les pays qui envoient les travailleurs prendre la responsabilité de sauvegarder l'intégrité personnelle de ces citoyens qui viennent ici. Et d'un côté, au niveau plus haut, je dirais, pour les travailleurs, pour les gens, les Québécois, les Canadiens, on commence pour demander à votre épicerie d'où est-ce que votre produit vient. Et demande-les si les gens sont bien traités là-bas. Juste comme ça. Et il faut commencer à dire, parce qu'on sait, c'est incroyable qu'il y a des canettes de tuna qui dit c'était responsablement récolté, je ne sais pas quoi. Mais pour les travailleurs agricoles, on n'a pas choses comme ça. Donc, monsieur, madame, tout le monde peut demander, pour commencer pour demander, c'est quoi les conditions de vie des êtres humains qui ont récolté les produits qu'on mange. Commencer par une meilleure traçabilité de ce qu'on consomme, savoir au moins d'où ça vient pour savoir comment ça a été fait. Puis c'est ça dans tout. On parle du mois du commerce équitable qui vient souligner justement tout le volet environnemental, mais aussi social pour la production de plusieurs aliments qu'on consomme, mais aussi le coton, puis aussi, on peut penser aussi aux métaux, dans quelle façon ils ont été exploités. Donc, je pense que ça aussi, c'est une très bonne solution qui est très accessible au niveau individuel, de prendre la responsabilité de poser des questions sur la traçabilité de ce qu'on consomme pour pouvoir mieux appuyer les travailleurs qui produisent tout ce qu'on a au quotidien. C'est
c'est super. C'est vraiment... je pense qu'il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs façons d'agir, il y a plusieurs niveaux. Puis tout le monde doit prendre son petit bout de chemin pour arriver à un résultat qui va améliorer le système dans l'ensemble. Puis vous venez de nommer des solutions qui sont super concrètes. C'est ça, c'est pas juste des changements au niveau migratoire qu'on réclame parce que les travailleurs ont besoin de services de santé, des services en francisation qui sont presque inexistants dans la province puis qui dépendent encore une fois de l'employeur. Donc, moi, je pense que les CIUS doivent prendre une responsabilité vraiment plus élevée envers ces personnes-là, qui retournent souvent plus amochées dans leur pays d'origine que quand ils arrivent. C'est pas normal. Il y en a certains qui nous disent « Pourquoi est-ce qu'on passe un examen de santé avant de rentrer au Canada, mais ils nous font pas d'examen de santé à la sortie? » Alors, alors, le coût social de leur état de santé, c'est qui va le prendre en charge? C'est pas nous, c'est pas normal. Donc, le caractère transnational de leur vie, ça doit être pris en compte. Et l'assurance santé, par exemple, qui les couvre, ça devrait pas être juste pendant la période qu'ils sont ici. Parce que ça affecte la vie, ça affecte la famille après ça dans le pays d'origine. Puis, certains, finalement, deviennent invalides après un séjour ou décèdent ici au Québec. Donc, qu'est-ce qui arrive avec les familles après? Est-ce qu'on est imputable, nous, comme société? Oui, on devrait l'être. Mais nous, on ne voit pas encore qu'il y a des résultats là, dans ce sens-là. Non? Carlos, Véronique, merci beaucoup d'avoir été avec moi. C'était vraiment intéressant. Je pense que ça va avoir permis à plusieurs personnes de mieux comprendre comment ça fonctionne, parce qu'on le sait qu'il y en a des travailleurs migrants ici, mais qu'est-ce que ça occasionne, quel est le coût social et quelles responsabilités on devrait prendre. Je pense que vous l'avez très bien expliqué. Merci beaucoup de votre temps et de vos partages. Merci beaucoup à vous.